Né au moment de la conquête française, Dia Houphouët, devenu en 1915 Félix Houphouët, puis Houphouët-Boigny en 1945, domine de sa stature l'histoire de la Côte d'Ivoire du XXe siècle. Produit du système colonial, formé à l'action syndicale, puis politique, dans la coopération avec la métropole, il est de 1960 à 1993 le premier président de la Côte d'Ivoire indépendante. Il s'efforce d'en faire un État-nation unitaire par l'autoritarisme politique et la modernisation économique et sociale. Même si les bases de ce système se fissurent à partir de 1980, il garde jusqu'à sa mort les commandes d'un pays auquel il lègue un avenir incertain. Cette vidéo retrace la vie de ce grand homme d'État qui est non seulement le père de la nation ivoirienne, mais aussi le père de la France-Afrique. Selon sa biographie officielle, Dia Houphouët naît le 18 octobre 1905 dans le village de Yamoussoukro, au cœur de ce territoire que la France a érigé en colonie de Côte d'Ivoire depuis 1893. Comme son peuple, les Baoulés, est de culture orale et ignore l'état civil, un doute subsiste sur cette date de naissance, que certains proposent de repousser jusqu'en 1898. Par sa mère, il descend d'une lignée de chefs vitalistes, ce qui lui permet de maîtriser parfaitement les codes de la culture baoulé, sur lesquels il fondera toujours sa conception des relations publiques. En 1910, à l'assassinat de son oncle maternel Kwasi Ngo, il devient l'héritier présomptif de la chefferie des Baoulés à Koussé du fait du décès prématuré de son père. Dia fréquente l'école du poste militaire de Bonzi, située près de son village. Compte tenu de son rang et malgré les réticences familiales, il est envoyé par l'administration coloniale à l'école primaire supérieure de Bingerville en 1915. La même année, il adopte le prénom de Félix en se convertissant au christianisme qu'il considère comme la religion porteuse du progrès et un barrage contre l'islamisation de la société. Élève studieux, sinon excellent, il poursuit ses études à l'école normale William Ponty de Gorée, où il obtient le diplôme d'instituteur en 1921, puis à l'école de médecine de Dakar, capitale de l'Afrique occidentale française, à laquelle est intégrée la Côte d'Ivoire. Il en sort major de sa promotion en 1925. Devenu médecin africain au sein de l'assistance médicale indigène, il est reconnu par ses supérieurs pour sa disponibilité, sa curiosité universelle, mais est aussi décrit comme très sûr de lui sous des dehors réservés. Promu en 1929 à Abengourou, sur un poste jusque-là réservé aux Européens, il s'y insurge contre les injustices faites aux planteurs africains de cacao avec l'assentiment de l'administration coloniale et publie en 1932 son premier article engagé « On nous a trop volé » dans un éditorial socialiste, Le Trait d'Union. Comme ses interventions publiques se multiplient, son chef de service finit par lui demander de choisir entre sa profession et son engagement dans la politique locale. Le choix lui est finalement imposé en 1939 par la mort de son frère Augustin, en faveur duquel il s'était désisté de la chefferie de son village natal de Yamoussoukro en 1933 et auquel il succède finalement, ce qui le met à la tête d'un canton de 36 villages du peuple Akwe. Il prend aussi en charge la plantation familiale qu'il va développer jusqu'à devenir l'un des plus riches planteurs ivoiriens. À la tête de son canton, Félix Houphouët met en œuvre des idées modernisatrices. Scolarisation, hygiène, soins de santé, généralisation de la culture du café et du cacao qui prédomine dans la moitié sud de la Côte d'Ivoire. Il doit également faire face aux réquisitions de main-d'œuvre et de produits locaux ordonnées par l'administration française. Leur aggravation, avec l'entrée dans la Seconde Guerre mondiale, le pousse vers le syndicalisme agricole. Le 3 septembre 1944, il fonde, avec l'accord de la colonie, le Syndicat agricole africain, SAA, anticolonialiste et antiraciste, qui revendique la hausse des salaires et l'abolition du travail forcé, et devient rapidement un mouvement de masse, regroupant quelques 20 000 planteurs. C'est fort de cette représentation publique qu'il se porte candidat au seul mandat de député autochtone ivoirien à l'Assemblée constituante française. Élu le 18 novembre 1945, il décide, pour son entrée en politique, d'ajouter Boigny, qui signifie le bélier, à son patronyme et devient enfin Félix Houphouët-Boigny.
Constamment réélu député jusqu'à la chute de la 4e République, le député ivoirien en devient un acteur politique de premier plan. Membre de la commission des territoires d'outre-mer à l'Assemblée, il cherche à faire passer dans la législation française les principes du SAA et préconise la réforme du système de santé avant d'attacher son nom à la loi du 16 avril 1946 qui abolit le travail obligatoire dans les colonies. Il réclame à de nombreuses reprises, mais en vain, une meilleure représentation politique des territoires d'outre-mer par la création d'assemblées locales. Houphouët-Boigny n'en reste pas moins un homme politique ivoirien et africain. Le 30 avril 1946, il transforme son comité électoral en un parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, qui devient le fer de lance d'un mouvement panafricain, le Rassemblement démocratique africain, RDA, fondé le 18 octobre à Bamako. Il le présidera jusqu'en 1959. C'est pour soutenir leurs revendications et par nécessité de s'affilier à un grand parti existant pour pouvoir former un groupe à l'Assemblée nationale que les députés africains se sont rapprochés du puissant Parti communiste français, PCF, alors seule formation ouvertement anticolonialiste. Houphouët-Boigny en adopte les discours enflammés, ce qui le fait décrire par les autorités coloniales comme un dangereux activiste anti-français, alors qu'il est encore bien loin de souhaiter couper les ponts avec la métropole. Cette situation se révèle de plus en plus encombrante quand, en 1947, ceci passe dans l'opposition, alors que le PDCI-RDA multiplie les grèves et les manifestations d'hostilité au régime colonial. Après les incidents du quartier de Treichville à Abidjan, qui font plusieurs morts en 1949, la répression s'abat sur le parti de Houphouët-Boigny. L'année suivante, pour sortir de l'impasse, celui-ci décide de rompre avec les communistes. Si cette décision le fâche avec plusieurs autres responsables du RDA, comme le Camerounais Oum Niobé, elle lui permet en revanche d'être reconnu comme le principal interlocuteur des autorités coloniales. En 1953, il est porté à la présidence de l'Assemblée territoriale de Côte d'Ivoire. Cultivant les amitiés dans les milieux d'affaires français et suisses, il devient dans ces années le plus important planteur de café et de cacao de la Côte d'Ivoire. Il faudra néanmoins attendre 1956 pour que le PDCI-RDA sorte définitivement de cette période de purgatoire en remportant un succès électoral éclatant. La même année, son leader devient maire d'Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. Désormais proche du centre-gauche, Houphouët-Boigny entre en février 1956 dans le cabinet du socialiste Guy Mollet comme ministre délégué auprès du ministre de la France d'Outre-mer. Il sera de tous les gouvernements français jusqu'en décembre 1959 comme ministre de la Santé publique et de la Population ou, à 4 reprises, comme ministre d'État. À ce titre, il conçoit avec Gaston Defferre la loi 4 de 1956 qui établit les fondements de l'autonomie des colonies françaises d'Afrique noire. Cela lui vaut l'inimité du leader sénégalais Léopold Sédar Senghor qui l'accuse de vouloir balkaniser l'Afrique. Cette position est suivie par la plupart des leaders du RDA au congrès de Bamako de 1957, au cours duquel Houphouët-Boigny est mis en minorité. Cela ne l'empêche pas de conforter la position du PDCI qui, au sortir des élections de 1957 à l'Assemblée territoriale de Côte d'Ivoire, se retrouve dans une situation de monopole, les autres formations, laminées, ayant préféré se saborder. Revenu au pouvoir en 1958, De Gaulle fait de Houphouët-Boigny l'un des principaux rédacteurs de la Constitution de la Ve République et l'un des plus fervents avocats de son projet de communauté franco-africaine présenté en juillet. Dans la pratique, l'espoir du maintien d'étroites relations avec la métropole dans le cadre de l'autonomie administrative va rapidement s'évanouir. D'abord par l'expérience de la Côte de l'Or, actuelle Ghana, qui a proclamé son indépendance dès 1957 et que Houphouët-Boigny met en garde contre les dangers de l'émancipation politique sans émancipation économique. Ensuite, par la Guinée de Sékou Touré, première colonie française d'Afrique noire à suivre l'exemple du Ghana en 1958. Premier ministre depuis 1959 d'une Côte d'Ivoire encore associée à la France, Houphouët-Boigny, dépité de voir le général de Gaulle briser le rêve de la communauté en accordant la souveraineté internationale à plusieurs colonies africaines, se résout, presque malgré lui, à proclamer l'indépendance de son pays le 7 août 1960.
Acteur incontournable des luttes politiques depuis 15 ans, c'est tout naturellement qu'il est élu, seul candidat d'ailleurs, président de la République le 27 novembre 1960. Constamment réélu, il occupera cette fonction jusqu'à sa mort en 1993. En apparence, le régime politique, fondé sur la Constitution du 3 novembre, est libéral et pluraliste. Dans les faits, le PDCI joue le rôle d'un parti unique, mais totalement inféodé au président, qui désigne lui-même les députés de l'Assemblée nationale, réduite alors à être une simple chambre d'enregistrement. Affirmant préférer l'injustice au désordre, Houphouët-Boigny réduit toute opposition au silence. Tous les mouvements sécessionnistes, dans un pays aux frontières artificielles, sont réprimés dans le sang, de la rébellion du pays Agni dans le sud-est en 1959-1960 à celle des guébiers du centre-ouest en 1970-1971. De 1962 à 1964, pour lutter contre de prétendus complots contre la sûreté de l'État, les prisonniers politiques se comptent par milliers. Anciens adversaires comme anciens compagnons de lutte du président, universitaires, fonctionnaires et même paysans. Les cas de torture et de meurtre se multiplient dans un système de délation généralisé. Les séquelles en seront nombreuses malgré l'amnistie proclamée en 1967. Pour prévenir une renaissance des oppositions, Houphouët-Boigny s'appuie sur les nouvelles classes moyennes issues des progrès économiques. Ce sont ces gestionnaires des entreprises d'État et ces cadres moyens de l'administration qui doivent assurer la relève, à l'exemple de son futur successeur, Henri Konan Bédié. Pour le président, la priorité est au développement économique et social qui rendra plus supportable l'autoritarisme politique. De fait, pendant 20 ans, les réussites s'accumulent. Le PIB par habitant passe de 186 $ en 1960 à 1045 $ en 1980. Ce miracle ivoirien repose sur 3 piliers. D'abord, une politique forcenée d'aménagement du territoire. Les investissements étrangers dans les infrastructures sont encouragés par des largesses fiscales et la liberté d'expatriation de tous leurs bénéfices. Ensuite, priorité est donnée au secteur agricole. À ces piliers traditionnels que sont dans le sud le café, le cacao et l'exploitation forestière, s'ajoute, à partir du milieu des années 70, une diversification qui doit rééquilibrer les profits vers le nord, coton, canne à sucre et soja. Ce dynamisme économique fait de la Côte d'Ivoire un pays fortement attractif avec une proportion de 28% d'étrangers en 1988, aux droits quasi équivalents à ceux des nationaux, où les Français et surtout les Libanais forment un important contingent à côté des Africains de l'Ouest. Enfin, la politique sociale est à l'avenant. Le taux de scolarisation bondit de 8% en 1959 à 64% en 1990, tandis que l'espérance de vie passe dans le même temps de 33 à 57 ans. La Côte d'Ivoire est en tête des anciennes colonies françaises par sa richesse et son développement. Et, pour la plupart de ses compatriotes, son président est le vieux, figure bienveillante et rassembleuse du patriarche. Cette image d'homme de paix est aussi celle qu'il projette à l'extérieur par une politique internationale pourtant non dénuée d'ambiguïté. Fervent partisan de la coopération interafricaine, il prône au sein de l'OUA, qui deviendra plus tard l'Union africaine, le respect des frontières héritées de la colonisation. Mais son soutien inconditionnel au bloc occidental le conduit pourtant à soutenir la sécession du Biafra contre le gouvernement socialiste du Nigeria entre 1964 et 1970. Houphouët-Boigny avait de mauvaises relations avec les gouvernements d'Afrique de l'Ouest qui n'étaient pas les favoris de l'Occident. Houphouët aurait soutenu des rebelles et des comploteurs contre les régimes de Kwame Nkrumah au Ghana, de Sékou Touré en Guinée et de Patrice Lumumba en RDC. Il est également associé au coup d'État contre le pro-soviétique Mathieu Kérékou au Bénin en janvier 1977. Il a soutenu l'UNITA de Jonas Savimbi lorsque le gouvernement au pouvoir en Angola était pro-soviétique et que l'UNITA était le favori des États-Unis en Angola. On pense qu'il a travaillé en étroite collaboration avec Blaise Compaoré dans le renversement de Thomas Sankara au Burkina Faso. Il a influencé le soutien français aux forces rebelles de Charles Taylor au Libéria. Pour le Guinéen Sékou Touré au mépris des Français, il a formé le Front National de Libération de la Guinée, une réserve de soldats prêts à renverser son gouvernement. Pour Nkrumah,
Depuis qu'il a soutenu Touré malgré les Français, Houphouët-Boigny l'a accusé de travailler à déstabiliser son pays, appelant en outre au boycott de l'OUA réuni à Accra en 1963. En Afrique du Sud, dans un même élan, il dialogue avec le gouvernement raciste de l'apartheid et finance ses opposants de l'ANC. Dans la stricte continuité de son attitude d'avant l'indépendance, Houphouët-Boigny est surtout l'homme de la France-Afrique, expression qui lui serait due, c'est-à-dire d'une coopération étroite avec l'ancienne métropole qui fait de lui l'avocat incontournable des intérêts français en Afrique et le bénéficiaire à titre privé de ses largesses. Au cœur même des années de prospérité, le système accusait des faiblesses. Augmentation de la dette extérieure suscitée par des investissements de prestige, comme le barrage de Kossou, l'embellissement d'Abidjan et de Yamoussoukro, corruption généralisée, inégalité sociale croissante, surtout au détriment des campagnes, contestation scolaire et universitaire récurrente. Le malaise endémique va être brutalement révélé par le recul des prix des denrées d'exportation au début des années 1980, conjugué avec une sécheresse et des incendies de forêt dévastateurs. La dette extérieure se creuse et contraint le président à se tourner vers le Fonds monétaire international et la Banque mondiale qui lui imposent de comprimer ses dépenses sociales, ses subventions aux entreprises publiques et au monde paysan. La situation devenant explosive, Houphouët-Boigny annonce en 1987 la suspension unilatérale des remboursements de la dette extérieure et l'embargo sur les exportations de cacao. Cette guerre du cacao lui aliène ses appuis extérieurs, satisfaits jusqu'alors par son libéralisme scrupuleux. Quand il renonce à l'embargo fin 1988, le pays est au bord de la banqueroute et la crise sociale a précipité la crise politique. Sûr de sa position, Houphouët-Boigny s'était autorisé à partir de 1980 une expérience de démocratie à l'ivoirienne, en autorisant les candidatures multiples aux élections, exception faite de la présidentielle, à condition qu'elles émanent toutes du parti unique, le PDCI. À la fin des années 1980, les opposants, muselés ou exilés depuis les années 1960, ne se satisfont plus de ce trompe-l'œil. La crise économique et le vent de démocratisation qui souffle depuis l'Europe de l'Est les encouragent à revendiquer ouvertement le pluralisme politique. Le 30 avril 1990, Houphouët-Boigny se résigne à leur donner satisfaction. Les partis politiques clandestins sortent de l'ombre, comme le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, qui se présente en octobre à l'élection présidentielle contre le vieux. Même si ce dernier l'emporte encore, il laisse l'essentiel de la gestion à un premier ministre, Alassane Ouattara, que les institutions financières internationales lui ont pratiquement imposé. Miné par un cancer de la prostate, le président se décide à organiser sa succession en désignant le président de l'Assemblée nationale, Henri Konan Bédié, pour terminer son mandat en cas de vacances. Mais le conflit couve entre les potentiels héritiers politiques, tandis que l'armée, que Houphouët-Boigny avait jusque-là volontairement tenue à l'écart au profit de sa police politique, s'agite dans les casernes. Lorsqu'il s'éteint le 7 décembre 1993, l'avenir de la Côte d'Ivoire s'annonce bien incertain.